Ma petite vignette clinique va être d'autant plus petite que par mégarde, j'ai effacé 3 diapositives. Alors, c'est une patiente de 35 ans, c'est une 3e grossesse, elle n'a pas d'antécédent particulier, elle a un statut de risque qui est favorable, avec un risque combiné inférieur à 1 sur 10 000, des marqueurs sans particularité dans leur distribution. Elle est référée à 22 semaines, et c'est les 3 diapos que j'ai perdus, donc je ne vous dirai pas pourquoi elle est référée, mais ça n'a pas d'incidence sur cette vignette clinique. Et donc je vous présente l'examen à 31 et à 36 semaines d'aménorrhée. Alors, l'attention est attirée par un cœur qui est un petit peu gros, ce n'est pas une cardiomégalie majeure, mais vous voyez qu'il occupe plus d'un tiers. C'est un cœur qui est bien équilibré, 2 oreillettes, 2 ventricules bien symétriques, 2 à 2. Mais en faisant la coupe de l'abdomen, il y avait une faible réplétion, mais le liquide était normal. On est interpellé par le calibre de la veine cave inférieure. Et donc on descend un peu plus bas au niveau des reins et on voit bien à ce niveau-là, les 2 vaisseaux sont quasiment parallèles. On peut faire un rapprochement de calibre et on voit bien que cette veine cave inférieure est plus grosse que l'aorte, ce qui suggère peut-être un retour veineux systémique inférieur en surcharge. On va rechercher des signes de fuite tricuspide, donc vous voyez qu'on retrouve ce remplissage en 2 temps, mais une légère démodulation, donc il y a peut-être une petite surcharge, mais pas d'incompétence valvulaire. On recherche une anémie fœtale, il n'y a pas d'argument pour une augmentation de la vélosymétrie dans l'artère cérébrale moyenne. Et on tombe sur cette image, puisqu'on s'est dit, il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement un shunt artério-veineux quelque part, en balayant le placenta, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Philippe Beau, et c'est souvent un oublié, des shunts artério-veineux avec le chorioangiome placentaire, mais il faut balayer l'ensemble, et vous voyez que ici, en arrière du fémur, que vous reconnaissez ici, on a un syndrome de masse plein, un petit peu hétérogène, relativement bien limité, bien circonscrit. Cette masse est assez importante puisque vous voyez qu'à 31 semaines, elle fait 60 sur 52 fois 43 mm. À l'examen de 22 semaines, on avait la même chose, c'est-à-dire une cardiomégalie modérée, et on avait trouvé cette masse, mais qui était 50% plus petite. Donc il y avait un processus de croissance qui était quand même substantiel. Donc devant cette image un peu particulière, évidemment, on met du Doppler, mais tout d'abord, il fallait définir les rapports de cette structure. Et vous voyez que cette image, elle était dans le plan sous-cutané, mais tout à fait indépendante, apparemment, du plan musculo-aponévrotique, duquel elle était donc bien séparée. On avait des interfaces qui suggéraient un plan de clivage. Vous voyez, quand on grossit un petit peu, ça c'est les muscles de la cuisse, c'est probablement un des fessiers ou des muscles de la face postérieure et externe de la cuisse. Le Doppler nous montre qu'on va trouver un pédicule vasculaire, on va le voir tout à l'heure sur des vidéos, un pédicule vasculaire qui alimente cette masse avec une distribution en étoile, et ici le spectre nous montre qu'il y a des résistances diastoliques relativement faibles. Et donc voilà la distribution, la cartographie, donc à partir de ce pédicule, la vascularisation se répartit en étoiles. Alors voilà une petite... D'abord, on voit bien le plan de clivage à nouveau, ici, avec le plan aponévrotique. Et la vidéo nous montre qu'effectivement, vous voyez, passant juste en arrière du flux diaphysaire, on a un vaisseau d'assez gros calibre et qui va se distribuer en étoiles depuis la partie inférieure, ici, on scanne depuis le bas de la masse, jusqu'à la partie supérieure, où on voit donc cette distribution assez richement vascularisée. À 36 semaines, donc la patiente est revue. Évidemment, on surveillait attentivement cette patiente parce qu'on craignait une anémie fœtale, une défaillance cardiaque. Il n'en était rien. La cardiomégalie est restée relativement stable et pas de signe d'anémie fœtale. En revanche, la masse a grossi et à 36 semaines, vous voyez, ces mensurations. Malgré tout, donc, les choses sont restées relativement stables sur le plan cardiaque. Et cette vascularisation, toujours soutenue au pôle supérieur comme au pôle inférieur avec ce pédicule ici. Et des résistances diastoliques qui restent faibles. Donc on avait probablement pointé sur un système de shunt artério-veineux pouvant expliquer donc cette surcharge cardiaque. Donc à 36 semaines, vous voyez, le cœur est resté un petit peu gros, mais tout à fait correct. Et puis cette vascularisation, ici, va au niveau du plan sous-cutané. Donc on a pensé évidemment à un hémangiome. Et Laurent Guibaud n'est pas là, c'est dommage, parce qu'il nous en aurait parlé. C'est quand même le grand spécialiste de ces pathologies dans leur prise en charge postnatale. Je l'ai donc pris contact avec lui, il nous a rassurés, en disant, ben voilà, il faut simplement, le risque, c'est un risque hémorragique par ulcération au niveau de la peau qui peut être sous tension ici. Donc on a
envisagé d'aller analyser en haute fréquence cette peau. Vous voyez ici, juste au-dessus de la lésion, on est à 1,6 mm, et au niveau de la région paracentrale, 2 fois moins d'épaisseur du plan cutané. Et quand on est au niveau du sommet de cette masse, ben vous voyez que là, il avait la cuisse appuyée contre le placenta, mais on a une toute petite interface, et à haute fréquence, on arrivait à 0,2 mm. Donc effectivement, l'équipe obstétricale avait quand même quelques craintes sur la possibilité d'une hémorragie au moment de l'accouchement. Et puis cette femme s'est mise en travail de manière spontanée. Elle a accouché par voie basse à 38 semaines et 5 jours. Un fœtus qui s'est bien adapté à un gros pépère. Voilà ici ce petit bonhomme. Et vous voyez cette petite voussure qu'on voit ici à 1 heure de vie. Voilà son aspect. Et que on voit bien ici donc du côté de l'amincissement du plan cutané, ces vaisseaux, cette vascularisation, et la partie centrale ici, avec quelques télangiectasies. Voilà encore cet aspect, donc toujours à la même à la première heure. Et vous voyez qu'avec une couronne plutôt hypoécogène en périphérie, donc quand on lit sur les hémangiomes congénitaux, ça s'oriente vers ce dont vous avez entendu parler, les niches. Vous connaissez les niches et les riches, dont on reparlera. Et vous voyez, à J3, eh bien, on a l'impression subjective au moins que la voussure commence à diminuer, que la périphérie devient plus claire et que donc la surface a l'air moins importante. Donc, un petit mot sur ces hémangiomes congénitaux. Donc, c'est une prolifération vasculaire non maligne. Les riches, donc, c'est les hémangiomes congénitaux qui sont rapidement involutifs, et l'involution se fait en règle dans la première année de vie, donc sans qu'il y ait d'intervention et de prise en charge particulière. C'est une involution spontanée, par opposition aux niches non involutifs, qui vont rester toute la vie et qui vont grossir avec le fœtus au prorata de la taille du fœtus, et qui vont nécessiter des prises en charge par embolisation ou prise en charge chirurgicale. Et les dermatologues ont introduit une zone intermédiaire, les piches, c'est-à-dire les ils sont rigolos, les dermatologues. Les hémangiomes congénitaux à involution partielle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution, mais avec la persistance d'un reliquat de cet hémangiome. Donc pour finir, devant une cardiomégalie, vous voyez que là on est passé d'un gros cœur à une grosse fesse. Mais il faut savoir, et vous l'avez vu tout l'après-midi, donc je ne le déclinerai pas, il faut mener un examen qui va aller rechercher des causes de cardiomégalie sur des causes cardiaques, des causes d'anémie fœtale, les anomalies vasculaires dont on vous a parlé abondamment et ces fistules artério-veineuses. Je vous remercie.